Bordeaux. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'y a eu ni manifestation ni marche blanche hier à Mandelieu-la-Napoule. Il n'empêche, l'annonce de la mort d'Éric Comines, gendarme renversé et tué par un chauffard, a fait le tour de la ville et provoqué un choc. C'est dans cette commune des Alpes-Maritimes que travaillait ce père de famille proche de la retraite. Vous allez l'entendre avec le reportage du correspondant d'Europe 1 sur place. La colère des habitants est plus que palpable. Frédéric Michel. Il fait son devoir et il y a quelqu'un qui refuse d'obtempérer et il le tue. Ces gens-là, ils doivent aller en prison pour de longues années. Mais on sait comment ça se passe. Tristesse et colère dans les rues de Mandelieu où beaucoup s'interrogent sur les sanctions à l'égard des chauffards de la route. On a une justice qui est aux abonnés absents. C'est les policiers qui trinquent, les gendarmes. 10 fois condamné. Je viens de le voir au marchand de journaux là. C'est honteux, ça n'a pas de sens. C'est un multirécidiviste. Je dis, il a laissé 2 enfants. Ça fait 48 ans que je suis en France. J'ai jamais eu de problème avec ces messieurs de la loi. Et il ne vous manque pas de respect. Et c'est pour la sécurité de tout le monde qu'il vit, ce monsieur. Il a payé de sa vie et c'est pas le premier. Révolté aussi, le maire de Mandelieu où l'adjudant exerçait depuis 2007 au peloton autoroutier Sébastien Leroy. C'est un contrôle banal de quelqu'un qui était déjà connu pour ses faits et qui a délibérément choisi d'accélérer, de renverser ce gendarme tout simplement pour ne pas être contrôlé. Quand, enfin, allons-nous nous réveiller et réagir pour que cela cesse ? Des sanctions plus fermes et plus rapides, c'est ce qu'attendent les élus et de nombreux citoyens. Mandelieu, Frédéric Michel, Europe 1. Et le chauffard est toujours en garde à vue ce matin. Il est connu des services de police pour plusieurs infractions au code de la route. Il conduisait sous l'emprise de l'alcool au moment du contrôle routier fatal au gendarme Comines. La haine des Juifs comme moteur de son passage à l'acte. Les premières déclarations de l'incendiaire présumé de la synagogue de la Grande Motte balaient les derniers doutes. La déclaration faite pendant sa garde à vue, c'est une information du service police-justice d'Europe 1. Le principal suspect assume totalement son geste. Il a dit vouloir venger Gaza. Tous les détails dans le journal de 7h30. Cela confirme en tout cas les craintes de la communauté juive et d'une partie de la classe politique. L'importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français l'empêchait d'alimenter le poison de l'antisémitisme. Plus d'1 millier de personnes réunies hier place de la Comédie au cœur de Montpellier. Des habitants, des élus, des politiques, des policiers et même des pompiers. Plusieurs corps de métier. Un seul message, unité. Reportage Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans la région. Faisons front contre l'antisémitisme. Le message est inscrit sur plusieurs pancartes de Montpelliérains venus en solidarité. Je suis catholique, pratiquante, et je ne trouve pas ça normal. Tout le monde est contre ce pauvre peuple. Un climat de haine qui fait hélas partie du quotidien, déplore de nombreux Français de confession juive comme Jean-Luc Boukobza. Je suis dégoûté de tout ce qui se passe. Quand je prends des fois le métro, je demande aux jeunes d'éviter de mettre la kippa. Je leur dis, faites gaffe les mômes. Vous pouvez prendre des claques en 2 minutes. La kippa, c'est un peu souci. Il y a trop de choses. Tous les jours, il y a un truc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quitter la France? Non. Car l'antisémitisme est devenu banal, déplore Ethan, jeune lycéen de 17 ans. Quand on sort, en général, ma mère va cacher son étoile de David qui est autour de son cou, parce que évidemment, on va éviter les attaques. Comme tous les juifs de France, comme tous les juifs qui cachent leur nom de famille lorsqu'ils commandent à manger sur Uber Eats ou lorsqu'ils commandent un taxi, il y a une peur quand même qui existe. Avoir un nom comme Cohen ou Lévy, aujourd'hui, c'est un danger en France. Et en tant que représentant de l'État, le préfet de l'Hérault a assuré la communauté juive que la République se tenait plus que jamais à leur côté. Montpellier, Stéphane Burgat, Europe 1. L'actualité à l'étranger avec le Proche-Orient, justement, bombardement israélien cette nuit au nord de la Cisjordanie. Au moins 10 morts selon le porte-parole du Croissant Rouge palestinien. L'armée israélienne qui poursuit par ailleurs son offensive dans la bande de Gaza avec un nouveau succès, la libération d'un otage, le 8e depuis le lancement de son offensive contre le Hamas. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Lorsqu'il est retrouvé par l'armée israélienne hier, Khaled Farhan al-Qadi se trouve seul, pas de garde ni d'autres otages israéliens autour de lui. Il est dans une petite pièce souterraine attenant à un tunnel du Hamas, tunnel que les troupes israéliennes inspectent avant de l'y trouver par chance selon des informations publiées par le New York Times. Khaled Farhan al-Qadi est ensuite rapatrié en Israël par hélicoptère. Selon les médecins de l'hôpital Beersheva où il a été admis, son état de santé est relativement bon. L'ex-otage doit passer des examens supplémentaires. Il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des mois, a-t-il raconté à ses proches. Khaled Farhan al-Qadi est aussi longuement entendu par l'armée et les renseignements intérieurs israéliens à la recherche d'informations sur d'autres otages encore détenus à Gaza. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre un autre miracle, a réagi l'association qui représente leur famille. Sur les quelques 250 personnes enlevées le 7 octobre, seules 8 ont jusqu'ici été secourues vivantes au cours d'opérations de l'armée israélienne.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Second round de ce que l'on pourrait désormais appeler les consultations de l'Elysée. Emmanuel Macron espère toujours trouver une coalition et un nouveau Premier ministre. Deuxième volet ouvert à tous ceux qui veulent continuer à œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays, dit le chef de l'État. Tout le monde, sauf le Rassemblement national et son allié Éric Ciotti. Écarté aussi la France insoumise. Le Parti socialiste, lui, était le bienvenu, mais refuse à ce stade de participer à l'acte 2 de ces consultations. Et ce choix de ne pas participer à ce second round de concertation fait débat au sein du Parti socialiste. Il se déchire également sur la stratégie à adopter vis-à-vis de son allié, la France insoumise. Le jusqu'au-boutisme de Jean-Luc Mélenchon indispose de nombreux cadres socialistes. Dernier épisode en date, l'appel des insoumis à manifester contre Emmanuel Macron le 7 septembre. Alexis de La Fontaine. Oui, le Parti socialiste refuse de suivre cet appel. Nous ne sommes pas dans cette stratégie insurrectionnelle, assure un élu socialiste qui souhaite rompre avec la doctrine insoumise. Réuni en bureau national, la moitié du parti à la rose a même demandé la reprise des discussions avec Emmanuel Macron contre l'avis du premier secrétaire Olivier Faure. Hélène Geoffroy, représentante des opposants à l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, justifie cette position. On voit bien que la stratégie et l'agenda de Jean-Luc Mélenchon est autre. C'est celui de provoquer une présidentielle anticipée. C'est hors de question que nous nous rentrions dans ce jeu qui va continuer à tendre les Français qui le sont déjà suffisamment alors qu'ils ont plein d'autres soucis. Pour éviter le chaos, 30 à 40 députés socialistes accepteraient la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon selon un décompte interne, une hypothèse qui pourrait définitivement fracturer le nouveau Front populaire car la France insoumise s'y oppose de toutes ses forces. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Et puis ce soir, coup d'envoi des Jeux paralympiques, cérémonie d'ouverture, 20h, place de la Concorde. Et plus de 5000 athlètes représentant 168 délégations à l'image de la flamme de la Vasque olympique, l'autre star de ces Jeux vers 23h30. Côté chance de médaille française, on veut faire mieux que les 54 médailles des Jeux de Tokyo. On aura aussi l'occasion de découvrir des sports méconnus comme la boccia, discipline qui se rapproche de la pétanque. L'équipe de France est emmenée par Aurélie Aubert que vous avez rencontrée au Club Franciel de la Morinerie. Oui, à 27 ans, Aurélie Aubert va découvrir pour la première fois la magie des Jeux paralympiques. La native de Dreux qui se déplace en fauteuil a découvert la boccia à l'âge de 12 ans dans un centre pour jeunes en situation de handicap. Car elle est gourmande. Ils m'ont appâté avec du chocolat pour que je vienne découvrir la boccia. J'y ai pris goût et maintenant je vis boccia. Un jeu souvent comparé à la pétanque, mais attention, ce n'est pas un sport de plage. C'est pas du tout pétanque pastis, c'est des balles en cuir ou en liège. C'est pas un cochonnet, c'est un jack qui fait la même taille que les balles. Et pour se déplacer sur le terrain, Aurélie Aubert est accompagnée par Claudine, son assistante de jeu. C'est moi qui bouge le fauteuil, je prépare les balles parce qu'elles sont derrière elle et après je lui donne les balles quand elle me les demande. Pour ces Jeux paralympiques, la vice-championne de France de boccia et son assistante espèrent s'amuser et mettre fin à quelques préjugés. Montrer aux gens que parce qu'on a un grand handicap, on ne peut pas pratiquer de sport. Enfin, on prend ça comme un challenge toutes les deux et puis se faire plaisir toutes les deux. Enfin, Aurélie Aubert a un message pour vous. Je souhaite à tous les auditeurs d'Europe 1 des super Jeux paralympiques. Message d'Aurélie Aubert, bien reçu sur Europe 1 reportage signé Cyril de la Morinerie. Alors là, ce que vous entendez derrière, c'est l'hymne paralympique. On ne peut pas dire que ça vous percute les oreilles. C'est pas... Bon, c'était l'hymne olympique. On s'était habitué à l'hymne olympique, voilà, c'est vrai, pendant exactement. 15 jours. En tout cas, on remercie chaleureusement Aurélie Aubert pour son message à tous les auditeurs d'Europe 1. Merci Christophe Lamar. C'était votre journal.